En juillet 1969, l'humanité a posé le pied sur la Lune pour la toute première fois. Et cette fois-là, ce que nous avons découvert était différent de tout ce que nous avions jamais vu auparavant. Des découvertes nouvelles et troublantes, comme le phénomène de lumière mouvante enregistré par l'Agence spatiale européenne, dans des régions telles que Aristarchus et Shackleton, ont conduit les scientifiques à émettre l'hypothèse que la Lune pourrait encore être active sous sa surface. Les données issues du système d'analyse sismique d'Apollo ont également révélé d'étranges échos. Des séismes lunaires qui résonnaient pendant des heures, comme si quelque chose, en profondeur, continuait encore à se déplacer. Pendant ce temps, depuis l'orbite, le Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA a détecté des anomalies thermiques. Il s'agit de zones à la surface de la Lune qui restent chaudes la nuit, défiant totalement les lois de la physique. Se pourrait-il que nous ayons manqué quelque chose? Quelque chose qui se produit sur ce monde familier depuis des milliards d'années. Découvrons ces mystères ensemble. Car peut-être que la Lune n'a jamais vraiment cessé de changer. Et que notre voyage pour la comprendre ne fait que commencer. En repensant au parcours de l'humanité vers la conquête de la Lune, des premiers pas d'Apollo 11 en 1969 au programme Artemis de la NASA, initialement prévu pour 2025, puis reporté à 2026. Nous pensions autrefois que la Lune était un monde mort, silencieux et immobile. Pourtant, alors même que nous nous préparons à y retourner, de nouveaux signes troublants ont commencé à apparaître, des lumières fugitives, des sources de chaleur cachées, des traces de fuite de gaz radioactifs. Parmi eux se trouve un phénomène si mystérieux qu'il a contraint les scientifiques à s'arrêter et à tout remettre en question, les phénomènes lunaires transitoires, ou TLP. De brefs éclairs lumineux récurrents apparaissent-ils dans des lieux précis? Des cratères anciens tels que Aristarchus, Platon et Shackleton, et uniquement à ces endroits-là? Des rapports sur les TLP existent depuis des siècles. D'étranges zones lumineuses changeant de couleur, des teintes rouges ou rosées, ou des éclats soudains de lumière scintillant à la surface lunaire. Par le passé, la plupart de ces observations ont été rejetées comme des illusions d'optique ou des erreurs d'observation. Mais aujourd'hui, avec le déploiement par l'Agence spatiale européenne, ESA, de télescopes robotiques et de systèmes d'observation automatisés entre 2023 et 2025, les TLP sont devenus un mystère scientifique urgent. Des systèmes d'observation au sol et en orbite ont enregistré de multiples événements lumineux durant de quelques minutes à plusieurs heures, apparaissant de manière répétée aux mêmes coordonnées lunaires. Il est notable que des régions telles que Aristarchus, Platon et Shackleton présentent ces événements bien plus fréquemment que d'autres, et suivent même des schémas cycliques.
Les scientifiques ont d'abord envisagé 3 explications physiques possibles: les impacts de micrométéorites, les décharges électrostatiques et les fuites de gaz radioactifs. Lorsqu'un météoroïde frappe la surface, il vaporise le matériau, créant un bref éclair lumineux. La poussière lunaire peut accumuler une charge électrique, en particulier près de la frontière jour-nuit, et la libérer sous forme de bouffées lumineuses. Des gaz rares, tels que le radon ou l'argon, formés par la désintégration radioactive dans la croûte lunaire, peuvent s'échapper par des fissures, produisant de faibles lueurs ou une luminescence diffuse. Des études montrent que les émissions de radon et d'argon varient au fil du temps à la surface de la Lune. Pourtant, ce qui déconcerte réellement les scientifiques, c'est que ces phénomènes se produisent de manière répétée et prévisible, et non aléatoire, suggérant une possibilité plus audacieuse: la Lune pourrait-elle être encore active en profondeur? Les données indiquent que les événements TLP ne sont pas des occurrences isolées, mais qu'ils se répètent aux mêmes coordonnées avec une périodicité claire. Des analyses statistiques montrent que plus de 50% de tous les signalements de TLP proviennent de la région des Aristarchus. Ce schéma est incompatible avec des impacts aléatoires, qui se produiraient normalement à des endroits dispersés et ne se répéteraient jamais avec une telle précision. Par ailleurs, des missions telles que Lunar Prospector ont détecté des traces de gaz radon s'échappant près d'Aristarchus et de Kepler. Des modélisations récentes de type Monte-Carlo renforcent encore cette hypothèse. Elles suggèrent que le radon et l'argon libérés depuis le sous-sol pourraient migrer vers la surface, sous l'influence des fluctuations de température à la surface lunaire. Ces soi-disant cratères d'impact pourraient-ils en réalité être des points de faiblesse structurels dans la croûte de la Lune? Une hypothèse dominante propose que la Lune conserve encore un petit réservoir d'énergie radioactive et de chaleur résiduelle. Pas suffisamment pour entretenir un volcanisme comme celui de la Terre, mais assez pour maintenir des poches de pression sous la croûte. Lorsque cette pression dépasse un seuil, ou lorsqu'elle est déclenchée par les forces de marée exercées par la Terre, des gaz radioactifs comme le radon ou l'argon peuvent être libérés à travers des fissures. Une fois que ces gaz atteignent le vide ou interagissent avec la lumière solaire, ils peuvent émettre de la lumière ou ioniser la poussière lunaire, créant ainsi les TLP que nous observons. De plus, la récurrence et la fixation spatiale des TLP suggèrent qu'ils pourraient être liés à la déformation gravitationnelle provoquée par l'influence de la Terre. La Lune effectue une orbite autour de la Terre tous les 273 jours. Et ces contraintes gravitationnelles rythmiques pourraient activer de petites fissures ou des poches de gaz sous la surface. La NASA et ses partenaires de recherche ont même identifié une corrélation entre l'activité sismique lunaire et les régions connues pour produire des TLP. Alors que les missions Artemis se préparent à se poser près du pôle sud lunaire, un royaume de glace et d'ombre éternelle, une question cruciale se pose. Confirmerons-nous enfin que ces lumières mystérieuses sont des portes d'accès à des évents souterrains, révélant des gaz s'échappant et des flux de chaleur sous la croûte?
Ou découvrirons-nous que les TLP ne sont que la partie visible de quelque chose de bien plus vaste? Des phénomènes qui restent encore à observer ou à comprendre. Nous nous tenons désormais au seuil d'un changement profond dans notre compréhension de la Lune. Elle n'est peut-être plus un rocher silencieux et inerte, mais un petit monde agité, encore en train de remuer dans son sommeil. Et ces éclairs de lumière éphémères, ils pourraient être les premiers signes, l'invitation murmurée nous poussant à creuser plus profondément dans le cœur de la Lune, à la recherche de la vérité. Ensuite, nous explorerons des matériaux qui n'appartiennent pas à la Lune, en examinant comment des fragments de météorites, des cristaux de verre porteurs d'eau et d'étranges traces chimiques relient le phénomène des TLP à la structure interne cachée de la Lune. À partir de la mission Chang'e 6 de la Chine en 2024, menée par l'administration spatiale nationale chinoise, qui a pour la première fois rapporté des échantillons de la face cachée de la Lune, ainsi que des données radar de subsurface du Lunar Connaissance Orbiteur de la NASA. Nous avons mis au jour des découvertes qui obligent les scientifiques à repenser entièrement l'origine et la structure interne de la Lune. Par exemple, Chang'e 6 a collecté environ 9353 grammes de sol lunaire, de cendres et de roches provenant d'un cratère du bassin pôle sud Aitken, l'un des sites d'impact les plus vastes et les plus anciens de l'histoire lunaire. Les analyses ont révélé que les échantillons de basalte sont âgés d'environ 283 milliards d'années et que, malgré l'épaisseur de la croûte dans cette région, il existe des signes clairs d'une activité volcanique survenue bien plus tard que ce que l'on pensait auparavant. Parmi les matériaux collectés, les scientifiques ont identifié des cristaux de verre volcanique contenant de l'eau, prouvant que l'eau lunaire ne proviendrait pas uniquement d'impacts de comètes, comme on le pensait autrefois, mais pourrait aussi être endogène, formée à partir du magma et piégée dans la croûte. Cela ouvre la possibilité que la Lune ait connu autrefois une circulation magmatique modérée, libérant de la vapeur et maintenant de faibles cycles internes. De plus, la découverte de fragments de chondrites CI, des météorites carbonées contenant du carbone, du soufre et des composés organiques complexes dans le sol lunaire suggère que la Lune a accumulé des matériaux extraterrestres provenant de l'extérieur du système Terre-Lune. Sur Terre, les chondrites CI ne représentent qu'environ 1% de l'ensemble des météorites connues. Mais sur la Lune, cette proportion pourrait être bien plus élevée. Si cela est vrai, alors la Lune n'est pas simplement un satellite, mais une archive cosmique, un lieu où des débris interplanétaires transportant de l'eau, des composés organiques et des traces d'autres mondes se sont accumulés et ont été presque parfaitement préservés pendant des milliards d'années. Cette hypothèse soulève une question profonde. Ces matériaux étrangers auraient-ils pu autrefois transporter les graines de la vie, aujourd'hui conservées dans le coffre silencieux de la Lune? Une étude récente suggère que ces couches extraterrestres issues des météorites CI auraient contribué de manière significative à l'apport d'eau et d'éléments volatiles au système Terre-Lune. Si tel est le cas, les échantillons lunaires pourraient représenter une forme d'archéologie cosmique, offrant des indices sur la manière dont les briques élémentaires de la vie ont été réparties et préservées dans l'ensemble du système solaire. Les lumières étranges,
les phénomènes TLP évoqués précédemment, pourraient désormais s'inscrire dans un contexte plus large. Si la Lune présente encore une faible activité interne, alors des dégagements de gaz, des décharges électrostatiques et des interactions poussière-gaz pourraient déclencher ces sursauts lumineux. Et si des matériaux extraterrestres sont enfouis sous la surface, leur exposition ou la pénétration de la lumière à travers des couches souterraines pourrait faire partie de ce même processus. Les régions où l'activité DLP est la plus intense pourraient-elles être liées à des zones riches en matériaux étrangers ou en minéraux rares? Si des fragments de chondrite CI et des cristaux contenant de l'eau se sont accumulés dans des zones crustales minces ou géologiquement anormales, alors ces éclairs pourraient en réalité être des signatures de dégagement de gaz ou de réactions énergétiques avec des minéraux étrangers. En ce sens, nous n'observons pas simplement un phénomène à la surface lunaire. Nous scrutons un dépôt cosmique, un coffre de stockage préservant des matériaux provenant de planètes, de météorites et peut-être même des traces de la vie elle-même. Alors que Artemis 3, 2020-100 et de futures missions robotiques se préparent à atterrir et à forer au pôle sud de la Lune, une région de glace et d'ombre perpétuelle, nous ne chercherons pas seulement de l'eau ou des roches, mais la mémoire du système solaire. À travers les échantillons de Chang'e 6, une vérité s'impose clairement. La Lune est bien plus dynamique que nous ne l'avions jamais imaginé. Elle a connu une activité géologique tardive, accumulée de vastes quantités de matériaux extraterrestres, en particulier des chondrites CI, et pourrait servir de coffre-fort naturel pour des composés organiques et de l'eau interplanétaire. Préservés dans un environnement presque inchangé pendant des milliards d'années. Après les lumières étranges et les matériaux étrangers révélés dans la section précédente, une question plus vaste apparaît désormais clairement. Pourquoi un corps céleste, longtemps considéré comme géologiquement mort, montre-t-il encore des signes de chaleur et d'énergie? Selon la théorie conventionnelle, la Lune aurait dû libérer toute sa chaleur interne il y a des milliards d'années, ne devenant rien de plus qu'un rocher gelé, silencieux et inerte. Pourtant, les recherches récentes suggèrent exactement le contraire. Plus précisément, des mesures gravitationnelles et spectroscopiques ont identifié des régions localisées émettant de la chaleur, en particulier dans le terrane Crepe de Procellarum, où des éléments radioactifs tels que l'uranium, le thorium et le potassium sont concentrés. Les données du radiomètre diviné du Lunar Reconnaissance Orbiter de la NASA montrent que, la nuit, plusieurs régions de la surface lunaire restent plus chaudes que leur environnement, un phénomène qui devrait être impossible si toute la chaleur interne s'était réellement dissipée. De plus, une étude de 2025 intitulée Heat Production Rate of Lunar Major Basin, New Insights, a révélé que les cartes des taux de production de chaleur radioactive à travers les zones minérales actives fournissent des preuves claires de la présence d'une chaleur interne résiduelle. Ensemble, ces découvertes conduisent à une conclusion incontournable: la Lune n'est pas entièrement morte. Elle possède encore un flux de chaleur interne actif qui remonte lentement vers la surface. Si les preuves thermiques à elles seules ne suffisaient pas, les données sismiques ont apporté des éléments encore plus convaincants. Depuis Apollo 12,
Des sismomètres laissés sur la Lune dans les années 1970 ont enregistré des séismes lunaires, longtemps considérés comme faibles et sporadiques. Cependant, lorsque ces anciennes données Apollo ont été réanalysées à l'aide de l'intelligence artificielle en 2024, les scientifiques ont découvert que le matériau en profondeur à l'intérieur de la Lune ne se comporte pas comme une roche morte. Il présente des propriétés élastiques et transmet les ondes sismiques plus lentement, mais de manière plus régulière que ce que l'on pensait auparavant. Cette découverte a conduit à un modèle interne affiné, un noyau fer-nickel légèrement décentré, entouré de manteaux et d'une croûte capable de déformations subtiles, transmettant l'énergie sismique comme une cloche résonnant lentement. Un autre rapport, basé sur des études d'antineutrinos, a confirmé que la décroissance radioactive interne demeure une source significative de la chaleur persistante de la Lune. Une pièce clé du puzzle réside dans la symétrie entre la face visible et la face cachée de la Lune, tant dans leur composition que dans leur structure thermique. Les données issues des échantillons de Chang'e 6 en 2024 montrent que l'intérieur de la face cachée est plus froid et plus pauvre en éléments radioactifs que celui de la face visible. Cela implique un déséquilibre thermique entre le noyau et le manteau de la Lune. La face visible, riche en isotopes radioactifs, abrite des plaines basaltiques plus jeunes qui agissent comme de véritables micro-usines thermiques, où la désintégration lente mais constante des éléments radioactifs génère de la chaleur. À mesure que cette désintégration se produit, la chaleur s'accumule, la pression augmente et des gaz nobles tels que le radon et l'argan peuvent s'infiltrer à travers des fractures, déclenchant potentiellement les phénomènes lumineux TLP. Ainsi, le moteur thermique de la Lune n'est pas simplement un vestige de sa formation, c'est un système actif et auto-entretenu, produisant et redistribuant continuellement de la chaleur depuis l'intérieur. En résumé, on peut envisager un cycle modeste mais permanent à l'intérieur de la Lune. La désintégration radioactive dans le noyau génère de la chaleur. Cette chaleur provoque de légères déformations et une accumulation de pression, fracturant la croûte et créant des fissures. Par ces fissures, des gaz nobles ou de la vapeur eau, s'ils sont présents, peuvent être expulsés vers la surface, modifiant le régolithe ou ionisant la poussière, donnant naissance aux mystérieuses lumières TLP. La chaleur résiduelle en profondeur dans la croûte maintient des régions de surface plus chaudes, déclenchant occasionnellement des séismes lunaires. Et contribue même à préserver des matériaux extraterrestres, tels que des composés organiques piégés dans le régolithe, protégés par un environnement thermique stable et modéré. De cette manière, les lumières étranges et les matériaux étrangers ne sont plus des mystères isolés, mais des éléments interconnectés d'un même mécanisme. Si la Lune est encore vivante en profondeur, alors sa surface est-elle elle aussi en train de changer? La réponse émerge lentement à partir de données plus détaillées et plus précises que tout ce que l'humanité a jamais collecté. Des cartes spectrales à ultra haute résolution du Lunar Reconnaissance Orbiter,
LRO aux simulations sismiques d'Artemis Base Camp 2025. Tout converge vers une conclusion audacieuse. La surface de la Lune n'est pas statique. Elle se transforme silencieusement, lentement, mais indéniablement. À travers des millions d'images orbitales, les chercheurs de la NASA ont identifié des centaines de formations étranges appelées Irregular Mare Patches, INP, des régions lisses et planes avec peu de cratères d'impact, nichées au milieu de terrains anciens. Elles ressemblent à des champs de lave venant tout juste de se refroidir après de petites éruptions. Mais dans un monde que l'on pensait mort depuis 3 milliards d'années, leur existence constitue un paradoxe. La datation par comptage de cratères et les données topographiques à haute résolution du LRO révèlent que certaines IMP sont étonnamment jeunes. Cela oblige les scientifiques à reconsidérer si le volcanisme lunaire a réellement pris fin un jour. Il n'y a pas que la chaleur interne qui est en jeu. Tous les 27 jours, lorsque la Lune achève son orbite, elle subit d'intenses contraintes de marée. Des forces gravitationnelles exercées par la Terre qui tordent et sollicitent sa croûte. Au milieu de ces nouvelles cicatrices de surface, une autre découverte a approfondi le mystère. Des instruments spectroscopiques et radars de Chang'e 6 ont détecté des traces de vapeur d'eau et de gaz argone s'échappant de zones récemment fracturées. Ces émissions ne se produisaient que lorsque la lumière solaire frappait la surface, ce qui implique qu'une élévation soudaine de température a libéré des gaz piégés dans les pores de la roche solide. La présence de vapeur eau révèle quelque chose de crucial. Sous la surface subsistent des substances volatiles, possiblement de l'eau, du dioxyde de carbone ou des gaz nobles, préservés depuis la formation de la Lune. Plus surprenant encore, elles restent comprimées sous une pression souterraine suffisante pour s'échapper par de nouvelles fissures. Cela suggère que l'intérieur de la Lune maintient encore un système dynamique de pression gazeuse circulant au sein de ses couches rocheuses. Les asymétries chimiques entre la face visible et la face cachée, ainsi que les éléments étranges trouvés dans les échantillons de Chang'e 6, pourraient nous rapprocher de cette réponse. Car pour comprendre pourquoi la Lune est encore en mouvement, nous devons d'abord découvrir d'où elle provient réellement. Si les preuves géologiques et énergétiques ont montré que la Lune est toujours active, alors la chimie, au niveau atomique, commence à révéler quelque chose d'encore plus mystérieux. Au niveau nucléaire, la Lune commence à dévoiler sa vérité la plus énigmatique. Elle n'appartiendrait peut-être pas entièrement à la Terre. Depuis plus d'un demi-siècle, les scientifiques ont placé une confiance presque absolue dans l'hypothèse de l'impact géant. Selon ce modèle, il y a environ 45 milliards d'années, une planète de la taille de Mars, nommée Theia, est entrée en collision violente avec la jeune Terre. Les débris éjectés par ce cataclysme se sont finalement refroidis
et agglomérés pour former la Lune. Cette théorie explique avec élégance de nombreux aspects l'orbite stable de la Lune. Sa densité plus faible et l'absence de fer dans sa croûte. En particulier leurs isotopes de l'oxygène, puisque l'oxygène domine les minéraux silicatés des deux mondes. Pendant des décennies, les échantillons d'Apollo semblaient confirmer cette prédiction. Les rapports isotopiques de l'oxygène des roches d'Apollo étaient presque indiscernables de ceux de la Terre. Mais tous ces échantillons provenaient de la face visible de la Lune. L'hémisphère le plus influencé par la gravitation et la géologie terrestre, et le plus jeune en termes d'âge de surface. Cela laissait une question obsédante. Quel secret se cache sur la face cachée? L'hémisphère que l'humanité n'avait jamais exploré jusqu'à récemment. En utilisant une spectrométrie de masse ultra précise, avec une marge d'erreur de seulement quelques parties par million. Les scientifiques ont été stupéfaits par leur découverte. Les échantillons de Chang et 6 provenant de la face cachée ont montré une différence mesurable dans les rapports isotopiques de l'oxygène par rapport aux échantillons d'Apollo. La variation était faible, mais en chimie planétaire. Une telle différence signale une origine distincte des matériaux. Et cette découverte ne se présentait pas de manière isolée. Aux côtés de l'oxygène, les chercheurs ont également identifié des variations dans les isotopes du titane et du soufre. En comparant les données de Chang'e 6 et d'Apollo, les scientifiques ont réalisé que les deux hémisphères lunaires sont chimiquement distincts. La face visible est riche en éléments producteurs de chaleur tels que l'uranium, le thorium et le potassium. Tandis que la face cachée en est pauvre, plus froide et plus primitive dans sa composition. Cela suggère que la Lune ne s'est peut-être pas formée entièrement à partir d'un réservoir de matière uniforme. Des simulations du Goddard Space Flight Center de la NASA en 2025 indiquent que la répartition inégale des éléments lourds ne pourrait résulter que d'une asymétrie gravitationnelle précoce ou d'une séparation partielle au cours de la formation de la Lune. Pour étayer cette idée, les données gravitationnelles du Lunar Reconnaissance Orbiter révèlent que le noyau de la Lune est décalé par rapport à sa croûte d'environ 200 km. Une anomalie sans équivalent parmi les satellites naturels du système solaire. Cette preuve a ravivé une théorie audacieuse, longtemps écartée, l'hypothèse de la Lune capturée. Elle propose que la Lune se soit formée indépendamment à l'origine, peut-être aux confins du système solaire où la matière était plus froide et où les rapports isotopiques de l'oxygène et du titane étaient distincts. Puis, il y a environ 4 milliards d'années, durant une période de chaos gravitationnel, ce corps étranger aurait dérivé sur la trajectoire de la Terre et aurait été capturé par l'immense gravité de notre planète.
Des simulations récentes, menées en 2025 par le Centre de recherche en dynamique planétaire de l'Agence spatiale européenne, soutiennent la faisabilité d'un tel événement, à condition que ce corps possède la masse et la vitesse appropriées, en particulier dans les orbites turbulentes et instables du système solaire primitif. Une fois capturé, les forces de marée entre la Terre et la Lune capturée auraient chauffé et déformé son intérieur, créant ainsi le noyau décentré et la répartition inégale des éléments radioactifs aujourd'hui observés dans les données de Chang'e et du LRO. Certains astronomes proposent une synthèse du synthèsement. Peut-être que les deux théories sont en partie correctes. Un impact géant a bien eu lieu. Mais la Lune que nous observons aujourd'hui ne serait pas le seul produit de cet événement. La Terre aurait autrefois possédé plusieurs petites lunes au fil de centaines de millions d'années. Une seule, possiblement d'origine mixte ou capturée ailleurs, serait restée. Tout cela conduit à une conclusion inévitable: la Lune est bien plus que simple satellite. Nous sommes retournés sur la Lune. Et ce que nous y avons découvert a forcé l'humanité à réécrire tout ce qu'elle pensait savoir. Les mystérieuses lumières mouvantes, les poches de chaleur cachées sous la surface et les traces de lave récentes suggèrent toutes que la Lune est encore discrètement vivante. Le noyau décentré et les différences isotopiques observées dans les échantillons de Chang'e 6 ne remettent pas seulement en cause l'hypothèse classique de l'impact géant, mais ouvrent aussi la possibilité que la Lune ait autrefois été un objet capturé, un voyageur errant de l'espace, désormais retenu dans l'étreinte gravitationnelle de la Terre. Ces anomalies ne sont pas des preuves de vie extraterrestre, mais plutôt les signes d'un monde qui n'a jamais réellement sombré dans le silence. La Lune, autrefois considérée comme froide et immobile, dissimule en son sein de l'énergie, de la pression et une histoire encore inconnue qui attend d'être comprise. Ces découvertes nous rappellent que la Lune n'est pas la fin de l'exploration. Elle marque le début d'un nouveau chapitre, un lieu où chaque fracture, chaque grain de poussière raconte une histoire du passé et où chaque signal étrange est une invitation à poursuivre la recherche. Le voyage est loin d'être terminé. Et peut-être que la chose la plus étrange de toutes ne se trouve pas sur la Lune elle-même, mais dans le désir infatigable de l'humanité de comprendre l'univers que nous appelons notre foyer.